Dans presque 40 jours, le championnat du monde d'endurance 2024, autrement dit le WEC, va commencer. Et je vous le garantis, nous allons assister à un championnat exceptionnel avec des voitures et des circuits exceptionnels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne ce championnat assez simplement pour que vous puissiez le suivre très simplement et directement si vous le découvrez aujourd'hui. Ceux qui connaissent ce championnat, vous n'allez pas apprendre grand chose, vous serez en terrain ultra connu, mais ça permet de revoir quand même un petit peu les bases. Et pour les nouveaux, ceux qui découvrent, déjà bienvenue sur cette chaîne où on parle exclusivement de sport automobile d'endurance et en particulier du WEC, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous introduire ce qu'est le championnat du monde d'endurance. C'est parti! Commençons par les très grandes bases. Le World Endurance Championships est l'un des championnats majeurs du monde du sport automobile. Il fait partie des championnats sur circuit et contrairement à la Formule 1 où les courses finissent au bout d'un certain nombre de tours, les courses d'endurance finissent au bout d'un certain temps. Par exemple aux 24 heures du Mans, à la fin des 24 heures, on regarde quelle voiture a parcouru le plus de distance pour savoir laquelle a gagné. Les courses de ce championnat durent pour la plupart 6 heures, deux d'entre elles durent 8 heures et bien sûr une seule dure 24 heures. Les 24 heures du Mans. Le championnat sur cette forme actuelle existe depuis 2012 et nous allons vivre sa 12e saison cette année. Le sport automobile d'endurance possède énormément de championnats, qu'ils soient internationaux, continentaux ou juste nationaux. Et la particularité de ces championnats, c'est qu'ils possèdent énormément de catégories différentes. C'est d'ailleurs ce qui fait l'une de ses particularités. Le sport automobile d'endurance a des courses multicatégories. C'est-à-dire que plusieurs types de véhicules ayant un règlement qui leur est propre roulent en même temps sur les circuits. C'est comme si, je faisais simple, en athlétisme, pendant un 5000 mètres, il y avait des adultes et des enfants qui couraient en même temps sur la piste et que l'on désignait un vainqueur pour chaque catégorie. Au WEC, à une certaine époque, il existait 4 catégories qui existaient en même temps. Mais cette année, il n'y en aura que 2. Idéal pour commencer. Commençons par la catégorie la moins rapide, le LM GT3, pour Le Mans Grand Tourisme 3. Les GT3 sont des voitures de série dérivées en voitures de course, même si en réalité, à part le look, elles n'ont rien à voir avec les voitures de série, tout est optimisé pour faire la voiture de course ultime. On y retrouve des looks connus comme des Porsche 911 ou encore des Ford Mustang, ce qui fait qu'on reconnaît facilement les marques. Pour cette année, au WEC, 18 voitures complètent cette catégorie, pour 9 constructeurs différents, avec chacun 2 voitures. On a Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette, McLaren, BMW, Ford, Lexus et Lamborghini. Je vous laisse en lien cette vidéo que j'ai faite pour voir les engagés en détail. Les numéros des voitures de cette catégorie sont en orange. Pour la deuxième catégorie, nous avons les voitures reines de la course, les hypercars. Ce sont des voitures designées typiquement pour la course automobile, des machines de guerre de compétition et de design, et surtout ultra complexes technologiquement. Dans ce même règlement, nous avons 2 types de voitures différentes. Attention, ça se complique un peu. Les LMH, où quasiment tout est libre. Design, moteur, châssis, tant que l'on reste dans une certaine fenêtre de performance, que ce soit le poids, la puissance ou encore l'aérodynamisme de la voiture, et le budget est illimité. Et l'autre catégorie, ce sont les LMDH, plus strict avec un châssis de base où l'on design dessus la carrosserie. Moteur hybride obligatoire, boîte de vitesse et moteur électrique pour l'hybridation commun à toutes. Et le budget est limité. Alors oui, je fais énormément simple. En gros, le LMH met l'innovation en avant et le LMDH la compétition. Les LMDH sont d'ailleurs les voitures de la catégorie reine de l'IMSA, championnat d'endurance américain, qui se nomme pas Hypercar mais qui se nomme GTP, pour Grand Touring Prototype. D'ailleurs, ce championnat commence dès ce week-end avec les 24 heures de Daytona. D'ailleurs, le D de LMDH veut dire Daytona. Les hypercars font toutes 1030 kg pour une puissance totale de 680 chevaux, ce qui est énorme. Et les voitures peuvent atteindre facilement les 340 km/h sur les plus longues lignes droites du championnat. La couleur de cette catégorie est le rouge. Cette année, nous avons 19 voitures pour cette catégorie, représentées par 9 constructeurs différents. Toyota, Ferrari, Peugeot, Isota Fraschini, Porsche, Cadillac, Alpine, BMW et Lamborghini. Nous avons un plateau de rêve. Cela n'est jamais arrivé qu'autant de constructeurs aussi prestigieux se soient affrontés à presque armes égales au sommet du sport automobile. C'est donc le meilleur moment pour s'intéresser à la course. Donc oui, vu que sur le circuit il y a des voitures aux performances différentes, il y a forcément du trafic à gérer pour les 2 catégories. Mais le règlement stipule que ce sont les voitures les plus rapides qui doivent se débrouiller pour dépasser les voitures retardataires. En aucun cas, les GT3 ne doivent laisser la place aux hypercars pour les doubler. C'est aux hypercars de se débrouiller toutes seules. Ce qui nous permet d'avoir des images impressionnantes, que ce soit dans le bon
ou dans le mauvais. On a parlé des voitures, maintenant parlons des pilotes. En endurance, il faut savoir que c'est pas comme en Formule 1 où il n'y a qu'un seul pilote par voiture. Non, en endurance, on a des équipages de 2 ou 3 pilotes à chaque fois. D'ailleurs, pour les courses de plus de 6 heures, 3 pilotes sont imposés. Impossible d'en faire que 2. L'une des principales conditions pour gagner en endurance, c'est, en plus d'avoir la meilleure voiture possible, d'avoir un équipage qui se complète le plus possible pour être le plus efficace pendant toute la durée de la course. Et selon les catégories, les équipages ont une réglementation différente. Pour savoir ça, il faut comprendre que les pilotes de course en endurance ont un grade: bronze, argent, or ou platine, qui est défini selon 3 critères différents: leur âge, leur expérience et leur palmarès. Pour faire extrêmement simple. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour faire extrêmement simple. Et oui, c'est un peu comme un mode rang dans n'importe quel jeu vidéo en fait. En hypercar, la composition de l'équipage est libre, mais aucun pilote bronze est autorisé. Souvent, les équipages en hypercar sont composés à 100% de pilotes platine ou gold pour maximiser ses chances de victoire. En LMGT3, on met en avant l'amateurisme, les gentleman drivers comme on les appelle, qui sont des pilotes passionnés dont ce n'est pas forcément le métier. C'est ça la magie de l'endurance. Du coup, dans la catégorie, le premier pilote est forcément bronze, le deuxième soit bronze ou argent, et le troisième est libre. Il s'agit souvent d'un pilote professionnel, gold ou platine, qui permet d'assurer des bons réglages, qui permet de bien encadrer les pilotes amateurs, et surtout pour être sûr d'être compétitif face à toutes ces voitures plus impressionnantes les unes que les autres dans la catégorie. Bien sûr, dans le règlement, chaque pilote doit rouler un nombre d'heures minimum et maximum pour s'assurer que chaque pilote roule de façon assez égale et assure une bonne continuité du championnat. Parlons maintenant du calendrier de la saison 2024 qui est composé de 8 courses. Le 24 et 25 février, on a le prologue sur le circuit de Losail au Qatar. Le prologue est un énorme week-end de tests pour bien commencer la saison. Aucun enjeu, juste des tests pour prendre ses marques. Le week-end suivant, on a la première course de la saison, les 1812 km de Losail. C'est une course qui va durer 8 heures, parfait pour ouvrir la saison. Le 21 avril, nous aurons les 6 heures d'Imola en Italie, sur le circuit officiel d'Enzo Ferrari. La course suivante sera le 11 mai en Belgique pour les 6 heures de Spa-Francorchamps, circuit mythique. Et le 15 et 16 juin, nous aurons bien sûr les 24 heures du Mans, la plus grande course du monde. On se retrouve un mois plus tard pour les 6 heures de Sao Paulo au Brésil, le 14 juillet. Le 1er septembre se déroulera le Lone Star Le Mans sur le circuit d'Austin qui durera 6 heures. 2 semaines plus tard, direction le Japon pour les 6 heures de Fuji. Et pour finir la saison, rendez-vous à Bahreïn pour 8 heures de course. Ça fait un sacré championnat, non? On a un total de 8 courses pour 70 heures de roulage en tout. On aura donc de quoi s'amuser en tant que spectateur. Mais sinon, comment sont organisés les week-ends en endurance? Eh bien, c'est très simple. Le vendredi, nous avons 2 séances d'essais libres de 90 minutes chacune. Ces séances sont idéales pour commencer à prendre ses marques, faire les bons réglages et commencer à bien dompter le circuit. Le samedi matin, on a une 3e séance d'essai libre, cette fois-ci qui dure 1 heure. Et l'après-midi, ce sont les qualifications qui prennent place. Il y a 4 séances de qualification en tout, 2 par catégorie. La première dure 12 minutes et est réservée aux pilotes de GT3 et la deuxième dure également 12 minutes et est réservée pour les pilotes hypercar. La 3e séance, c'est l'hyperpole des GT3. En gros, l'hyperpole, on prend les 10 meilleures voitures de la première séance de qualification et pendant 10 minutes, elles vont se battre sur le circuit pour savoir l'ordre de départ de la grille pour la course du lendemain. Et la dernière séance, c'est l'hyperpole des hypercars qui dure elle aussi 10 minutes pour les 10 meilleures voitures classées. Et pour finir, le dimanche, c'est jour de course et que le meilleur gagne. Ce système vaut pour toutes les courses de la saison, sauf pour les 24 heures du Mans, mais on reviendra sur le fonctionnement de toute la semaine des 24 heures du Mans plus en détail dans une prochaine vidéo. On a donc des week-ends au format très classique, mais c'est tellement efficace que bon, pourquoi changer? À la fin de la course, on distribue des points en fonction des résultats de la course et en plus de ça, le barème évolue selon les types de courses. Sur les courses de 6 heures, le barème est identique à celui de la Formule 1. Premier 25 points, deuxième 18 points, troisième 15 points, quatrième 12 points, cinquième 10 points, sixième 8 points, septième 6 points, huitième 4 points, neuvième 2 points et dixième 1 petit point. Pour les courses de 8 heures, on fait x1,5 et pour les 24 heures du Mans, on fait x2. Et oui, gagner le Mans, c'est tout bénef dans ce championnat. On donne d'ailleurs un petit point bonus dans le week-end pour les voitures qui ont fait la pole position. Comme en Formule 1 où il y a à la fois le championnat pilote et constructeur, le championnat du monde d'endurance possède plusieurs championnats, pour un total de 5. On a pilote et constructeur hypercar, on a pilote et écurie GT3 et on a la Coupe du Monde des équipes hypercar. Pour les championnats pilotes, que ce soit en hypercar ou en GT3, chaque pilote se voit attribuer un nombre de points équivalent au barème qu'on a vu juste avant à la fin de chaque course. Logiquement, tous les pilotes du même équipage, du moins s'ils font le même nombre de courses à chaque fois ensemble, ils finissent avec le même nombre de points à la fin de la saison. Ce qui fait qu'à chaque fois, on se retrouve avec plusieurs pilotes qui finissent champions du monde. Logique. Pour le championnat hypercar constructeur, c'est un peu plus compliqué.
vu que certains constructeurs, au lieu d'aligner 2 voitures comme tout le monde, en alignent qu'une seule, comme par exemple Lamborghini, Cadillac et Isotta Fraschini, ça peut sembler un peu injuste. Du coup, on a trouvé un système pour compenser ce problème. En gros, le championnat constructeur prendra uniquement le résultat de la voiture la mieux placée de ce constructeur. Prenons un exemple avec les résultats de 6 heures de Bahreïn de l'année dernière. Voici le résultat ainsi que les points donnés aux pilotes des voitures respectives. Et bien pour le championnat constructeur, ils ont gardé le meilleur de chaque constructeur. Et donc ça, voilà comment fonctionne le championnat constructeur. Mais là vous allez me dire, oui mais Porsche engage 5 voitures, Ferrari en engage 3, or il a été vu que seulement 2 voitures par constructeur peuvent être engagées. Comment ça se fait? Eh bien c'est pour ça que le championnat du monde des équipes hypercars a été créé. Pour prendre le cas de Porsche, Porsche engage 2 963 officiellement, par le biais de l'équipe Penske. Donc ça, ce sont les Porsche officiels. Ensuite, nous avons le team Jota qui engage 2 voitures, la 38 et la 12. Puis pour finir, nous avons le Proton Competition qui engage une voiture, la 99. Ces 3 voitures appartiennent donc à des teams privés qui ont acheté les Porsche 963. Pour Ferrari, nous avons les 2 Ferrari AF Corse officiels et la petite 3e juste nommée AF Corse. Ces 4 voitures comptent bien sûr dans les 2 premiers championnats, mais on a créé un championnat à part juste pour ces 4 voitures, la Coupe du Monde des équipes hypercars. En gros, même si la meilleure des 4 finit 7ème de la course, et bah dans ce championnat, elle gagne 25 points. Par exemple, l'année dernière, la Jota 38 finit ce championnat avec 163 points, 5 courses, 5 victoires. Alors oui, ces 2 premières courses, elle était toute seule, et après il y a eu la Proton, mais bon, ça compte quand même. Pour le GT3, le championnat pilote fonctionne exactement de la même manière que celui des hypercars, mais pour le championnat des équipes, c'est un petit peu plus différent. On prend en compte chaque voiture et non pas chaque constructeur. En gros, même si cette année Proton engage 2 Ford Mustang GT3, le championnat des équipes ne nomme pas Proton ou Ford en général, mais bien un classement pour la 77 et un autre pour la 88. Aussi, il se peut que des voitures non inscrites au championnat participent à certaines courses, notamment aux 24 heures du Mans. Et bien ces voitures-là ne comptent pas pour le championnat. Prenons par exemple le résultat des 24 heures du Mans de l'année dernière. La Cadillac numéro 3 a fini 4ème au général, sauf qu'elle n'était pas inscrite au WEC. Du coup, c'est la voiture qui a fini 5ème, qui elle est bien inscrite au championnat du monde d'endurance, qui a pris les points de la 4ème place. Tout simplement. Et bien voilà, on a fait le tour pour tout comprendre comment se passe le championnat du monde d'endurance du WEC. Je ne suis pas revenu sur toutes les pages du règlement parce que ce serait beaucoup trop long, mais cette petite base vous permet de suivre très facilement la compétition. Et si jamais vous voulez suivre ce championnat dans son intégralité, vous avez plusieurs options. Soit vous avez Eurosport et vous pouvez voir toutes les courses dans leur intégralité, soit vous avez l'accès à l'équipe TV qui retransmet quasiment toutes les courses, quasiment en intégralité aussi, ou sinon vous avez le service payant du FIA WEC TV, très complet et pas si cher que ça, donc c'est ça que je vous conseille. Sachez que sur cette chaîne, vous trouverez des résumés de chaque course, vous trouverez des analyses de différentes performances et aussi du contenu historique, surtout sur l'endurance, le WEC et les 24 heures du Mans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous ce week-end pour les 24 heures de Daytona, manche d'ouverture du championnat d'endurance américain l'IMSA, si jamais vous voulez vous initier à comment fonctionne l'endurance en général. C'est une très bonne mise en bouche pour le WEC. Sinon, rendez-vous fin février pour le prologue au Qatar de la saison 2024 du WEC et une semaine après pour la première course de la saison qui s'annonce déjà historique, que ce soit pour l'endurance, pour le sport auto, voire même pour l'automobile en général. La bise!